BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h16, on va parler donc emploi, salaire, secteur qui recrute avec Alexandre Viros, le président France du groupe Adecco. Bonjour. Bonjour. Alors on vous a connu dans d'autres vies, dans d'autres entreprises. Depuis un an, vous êtes donc à la tête de cette filiale française d'Adecco, groupe franco-suisse. Et donc vous êtes à l'avant-poste, à l'avant-garde, vous êtes vigie en matière de travail, d'évolution de l'emploi. Il y a ce paradoxe, je pense que le président de la République en parlera tout à l'heure à 10h, avec le plan France 2030. Il y a ce paradoxe de l'inadaptation d'une partie de la population active aux offres d'emploi. Plus de 300 000 dit Pôle emploi, vous savez que c'est beaucoup plus si on regarde les fédérations professionnelles. Sans doute entre 500 000 et 1 million d'offres d'emploi non satisfaites. Vous l'attribuez à quoi, Alexandre Viros ? Oui, vous avez raison, on a face à nous un paradoxe qui est un peu une spécialité de notre pays, mais qui s'est aggravé avec la période. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chômeurs, alors heureusement ça baisse, et beaucoup d'offres d'emploi non pourvues, au moins 300 000, peut-être plus, et Pôle emploi disait qu'il n'avait jamais eu autant d'annonces. Alors, il faut être prudent quand on donne des éléments d'explication parce que c'est souvent multifactoriel. C'est-à-dire que dans cette période, il y a eu des modifications structurelles entre les secteurs. Il y a des secteurs qui ont explosé très rapidement. Donc je pense beaucoup au secteur de la logistique et des transports. Le e-commerce, on dit souvent qu'en 3 mois, on a gagné 3 ans ou 5 mois en 5 ans. Enfin, il y a une année par mois. Donc et ça on n'a pas forcément les personnes formées. On l'a pas forcément, ou ils sont pas au bon endroit, ou c'est pas forcément immédiat. Et donc ça, il faut les former. On a eu beaucoup de demandes en préparation de commandes. Tout simplement, ça se multiplie, ça va très très vite. On n'a pas les gens formés à ces métiers-là. Puis il y en a d'autres qui ont fortement baissé leur volant d'emploi, où il y a des secteurs qui sont en crise. Donc je pense à l'hôtellerie-restauration, qui est évidemment dans une période extrêmement difficile, l'automobile, qui est dans une période compliquée. Puis il y a des secteurs qui ne sont pas assez connus, alors que ce sont de bons secteurs, des secteurs qui peuvent donner des perspectives. Je pense au bâtiment. Il y avait un des dirigeants de la fédération qui disait, c'était son terme, il disait il faut rendre notre filière sexy, entre guillemets. Il faut rappeler l'attractivité de certains secteurs, tout simplement parce qu'ils proposent une trajectoire dans le bâtiment. Vous pouvez commencer en bas, passer un certain nombre de certifications, devenir maçon, et puis comme ça grimper l'échelle. Et ça, c'est un peu la méritocratie du bâtiment. Et donc, ces choses-là, dans le bâtiment, où on sait que beaucoup maintenant de jeunes cherchent une raison d'être dans leur travail, on sait que c'est un secteur où l'accompagnement de la transition écologique va être très puissant. Absolument, parce qu'il y a des secteurs comme ça qui ont un supplément pas un supplément, qui ont une charge, une substance de sens qui est très importante. Donc il y a ces inadaptations. Il y a le sujet de l'attractivité des secteurs. Je pense qu'on s'est tous rendu compte que dans le secteur, par exemple, du médical, les salaires étaient trop bas. Quand vous êtes, ce sont souvent des femmes au début de leur carrière. Quand vous êtes à 1 400 €, que vous travaillez dans un complexe hospitalier qui est en centre-ville, vous devez faire 1 heure ou 1h30 de transport. C'est pas supportable, ça va pas. Donc là, il faut en reparler. Idem dans la restauration, où parfois vous avez plusieurs pauses dans une même journée. C'est ce qu'on appelle la césure. C'est-à-dire que vous êtes présent à midi, puis vous devez revenir le soir, et vous avez un grand moment comme ça où vous attendez. Donc il y a ces sujets-là, pénibilité, attractivité, et puis un problème spécifique à notre pays, celui de la formation. Parce que c'est vraiment la clé de voûte de la transformation du pays. C'est-à-dire que si on veut avoir les bonnes compétences pour demain, il faut les créer. Parce que sinon, on va se retrouver dans une espèce de cycle infernal où en réalité, on cherche pour les métiers de demain ceux qui l'ont déjà fait hier. Et évidemment, ça n'a pas grand sens. Donc ça, c'est un volet extrêmement important et qui est adressé, mais pas encore suffisamment, et qui permettrait, je pense, de réduire le niveau de chômage, cette fois-ci frictionnel, c'est-à-dire qu'on est à 7-8, on va peut-être passer à 7%, mais d'autres pays sont à 4%. Si on injecte ce qu'il faut de formation, si on simplifie la formation, si on crée une intimité plus étroite entre entreprise et monde éducatif, là, on a les clés pour faire baisser ce chômage frictionnel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, quand vous faites ce diagnostic de l'inadéquation de la formation à notre système professionnel? Vous êtes au cœur de... Vous, souvent, quand une boîte ne trouve pas les compétences, elle fait appel à vous, elle fait appel, par exemple, à Adecco. Donc, comment on résout ce nœud d'étranglement? Pour moi, il y a deux ou trois choses. Je pense qu'il y a ce qui est central, c'est vraiment la question de la formation. Encore une fois, ça va aller de plus en plus vite, et ça, il faut en prendre conscience. Mais on dépense énormément d'argent pour la formation. Vous savez, 30 milliards. Il y a des efforts qui ont été faits, il y a des efforts considérables qui ont été faits. On parlait de l'apprentissage. Il y a eu 500 000 personnes qui ont bénéficié de l'apprentissage. C'est une bonne chose, mais on n'est pas du tout au niveau des scores qu'on aurait en Allemagne ou en Suisse, par exemple. En Allemagne ou en Suisse, 1 élève sur 2 a eu un parcours d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un niveau d'intimité très fort entre son
son moment, sa trajectoire éducative et le début de sa trajectoire professionnelle. Ça fait partie des choses qui changent. Nous, dans le groupe ADECO, par exemple, quand on fait un CDI apprenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qu'on recrute en CDI, qu'on peut déléguer, comme on le dit, chez des clients avec les motifs de l'intérim, mais qu'on forme. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas forcément la compétence adéquate tout de suite. Donc on a pu prendre des gens qui étaient sur des chaînes de production, à un moment où celles-ci se sont arrêtées, on avait des besoins en fibre optique et on a dit c'est pas grave, on va vous former. Et ça c'est le deuxième plan. J'ai dit formation, le deuxième plan c'est recruter différemment. On est encore trop souvent dans une société du diplôme, une société de la certification qui bloque la dynamique professionnelle. Et là, on se retrouve dans ces situations absurdes parce que finalement, encore une fois, on va recruter uniquement des gens pour ce qu'ils ont fait avant. Nous, on croit, par exemple, on dit faut aller jusqu'au recrutement sans CV. Vous savez, en France, on dit souvent, je viens de le dire, société du diplôme, on est très enfermé là-dedans. Ça, si on ne change pas de focale, et là, c'est les recruteurs, c'est les chefs d'entreprise qui doivent prendre leurs responsabilités. Si on ne change pas d'approche, eh ben, on n'y arrivera pas. Comment vous gérez les frictions actuelles? Parce que j'imagine qu'il y a des secteurs, on en a parlé, hein, la manutention, la préparation de commandes, où vous avez des demandes énormes de la part d'entreprises clientes. Est-ce que vous arrivez finalement à former des gens dans l'urgence? Est-ce que vous arrivez à combler ces retards? Oui, absolument. Ce que nous, par exemple, en matière de formation, malgré d'ailleurs la pandémie, j'ai voulu qu'on renforce nos investissements en formation. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment le point de pivot, je dirais, de ce que fait le groupe. Donc on forme énormément, y compris dans cette période. Quand il y a eu la pandémie, on a appris à former numériquement très vite. Donc ça, c'est une première approche. Il y a une deuxième approche, c'est aussi faire en sorte que l'offre et la demande d'emploi puissent s'apparier, se matcher, comme on dit en anglais, plus facilement qu'elles ne le font aujourd'hui. C'est pour ça que récemment, on a fait l'acquisition d'une société qui fait de l'intérim numérique. Elle s'appelle Capa. On a eu plusieurs acquisitions cet été. La dernière, c'est Capa. J'ai voulu qu'on aille très vite sur le numérique. Pourquoi? Parce qu'on a vu que là aussi, dans l'intérim, les usages se numérisaient et qu'il ne fallait pas que notre secteur soit à leur remorque. Donc c'est pour ça qu'on est allé beaucoup plus vite. Et ça fait partie des outils qui permettent de faire un matching de meilleure qualité. Vous l'avez fait parce que vous étiez en retard sur le numérique et sur la mise en relation effectivement d'un employeur et d'un intérimaire de manière digitale? On l'a fait parce que l'ensemble de nos clients sont en train d'accélérer leur propre transformation numérique, parce que nos clients eux-mêmes ont des usages numériques, parce que, il faut le dire, c'est vrai, le secteur de l'intérim n'est pas le secteur qui s'est le plus numérisé. Moi, j'ai eu des vies précédentes, notamment dans le e-commerce. Il ne s'est pas passé ce qui s'est passé dans l'intérim au rythme de ce qui s'est passé dans la distribution ou dans le voyage. Fnac Darty, par exemple. Fnac Darty ou SNCF que je dirigeais à une époque. Donc ça, c'est allé très vite. L'intérim, c'est plus récent. Mais sur les 2 dernières années, ce secteur de l'intérim dit numérique, il a été multiplié par 8. Donc quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, c'est exponentiel, premièrement. Donc il faut qu'on y soit. On peut jamais faire contre les usages de nos clients et de nos candidats. Et deuxièmement, on ne peut pas le faire tout seul. Est-ce que ça veut dire que les agences d'intérim qu'on voit au coin de la rue, c'est ringard et c'est dépassé? Pas du tout. C'est pas du tout ringard, c'est pas du tout dépassé. Simplement, elles doivent faire leur métier. On va continuer à faire leur métier. Puis il y a des choses qui vont être mieux faites par le numérique. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver un job. On peut trouver un job. On peut trouver un job. Mais ouais. Avoir une discussion profonde sur sa trajectoire professionnelle. J'étais à Lille l'autre jour. Et un jeune homme qui était livreur et qui se posait une question, savoir comment il pouvait être formé à d'autres métiers. Donc il voulait passer ce qu'on appelle le CACES en maçonnerie. Il voulait aussi devenir chauffeur poids lourd. Et il se posait des questions sur la fibre optique. Avoir cette discussion en face à face, on ne peut pas complètement l'avoir de manière numérique. Donc c'est très important d'avoir des agences qui permettent d'avoir ce lien humain. Faut pas digitaliser, c'est pas déshumaniser, hein. C'est simplement gérer des parties moins intéressantes. Aller plus vite. Ouais. C'est intéressant l'exemple que vous donniez à Lille, là, parce que le jeune que vous avez rencontré, est-ce que vous lui avez conseillé d'avoir plusieurs formations? Est-ce que dans sa vie, on doit pouvoir être capable de conduire un poids lourd, effectivement, et de faire de la préparation de commandes? Moi, je pense qu'il y a 2 choses. C'est il faut se former tout au long de la vie, et ça, c'est important. Il faut on parle parfois de société apprenante, hein. Il y a des mots comme ça un peu à la mode, mais c'est vrai, c'est-à-dire que pour un métier donné aujourd'hui, vous savez, on dit beaucoup que les métiers de demain n'existeront plus, ou que les métiers d'aujourd'hui n'existeront plus, que les métiers de demain n'existent pas encore. C'est sans doute vrai, mais il y a aussi des métiers d'aujourd'hui qui existeront demain, mais avec des compétences très différentes. Et ça, il faut vraiment intégrer le fait que la compétence, ça doit se changer, se recycler en permanence. Donc je lui dis, formez-vous en permanence, formez-vous, acceptez qu'on vous aide et qu'on vous oriente dans la formation. Et je dis aussi aux recruteurs, faites attention plus à ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des compétences en fait transférables d'un métier à un autre, qui sont les choses qu'on a en soi, pas tellement les hard skills, les savoir-faire. Est-ce que vous êtes confiant, optimiste sur ça? Parce que dans la littérature économique, on voit certains économistes qui disent qu'il y a une partie de la population qui ne pourra pas justement s'adapter aux métiers de demain, qu'on ne pourra pas former sur des métiers peut-être plus compliqués. Est-ce que vous trouvez que c'est du bullshit, ce genre de discours? Non, je ne pense pas du tout que ce soit du bullshit, parce que la preuve, c'est qu'on a beaucoup de nos intérimaires qui font ces parcours et qui justement changent complètement
on arrive à les former, les Oui, former. on arrive. Par exemple, la personne en question a été formée à des métiers. On ne va pas notamment laisser techniciens. sur le bord Non, de la on laisse route. pas. Non, on ne le laisse pas. Mais votre question, elle est intéressante parce que c'est une question fondamentale. En particulier pour la France, qui encore une fois est une société du diplôme. Donc ceux qui disent que c'est du bullshit, c'est ceux qui, d'une certaine manière, se rassurent avec cette société du diplôme. Et c'est sûr qu'elle est rassurante pour les conservateurs. La vraie question qu'on devrait se poser, et je pense qu'on parlait du plan d'investissement, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on passe de la société du diplôme à la société des compétences qu'on a et des compétences qu'on forme. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fondamental dans la vie des gens que de se poser la question de quel est le bon prénom à donner ou pas donner. Vous voyez, ça, c'est les questions fondamentales qui intéressent les Français, qui intéressent les entreprises clientes que j'ai ou qui intéressent nos candidats. Est-ce que vous n'avez pas peur que la désintermédiation du travail, c'est-à-dire par exemple le fait qu'on devient effectivement fournisseur en ayant une auto-entreprise et qu'on quitte le salariat, ça soit une concurrence pour vous, pour les boîtes d'intérim qui au fond reproduisaient un peu le schéma du rapport salarial entre un patron et un salarié? Alors moi je pense que le CDI c'est quand même le socle du droit du travail en France. Je pense qu'il y a des initiatives qui sont arrivées, les entreprises, les plateformes, etc. qui permettent de bousculer le marché. Mais je pense que c'est le socle. Je pense qu'un contrat commercial ne peut pas se substituer au droit du travail. Et je pense qu'il faut être précis quand on parle de qui est un entrepreneur. Il y a ceux qui sont de vrais entrepreneurs et puis il y a des cas où on a simplement masqué en indépendant des gens qui en réalité sont complètement dépendants. Et donc le vrai sujet d'avenir, c'est quel est le statut de l'actif, de la personne active qui va sans doute dans sa vie avoir plusieurs moments dans sa trajectoire. Oui, vous ne trouvez pas que c'est un peu ringard de dire ça, de dire qu'au fond le salariat et le CDI, c'est l'avenir du travail? Non, je pense que ce qui est moderne, c'est d'avoir une réflexion sur l'actif et de se dire qu'en fait dans sa vie, on va avoir plusieurs moments et on va pouvoir changer. Je pense que certainement vous, moi-même, on a plusieurs moments et c'est ça qui est moderne. Ce qui est ringard, c'est de se dire qu'en fait, tout est figé dans des petites cases qui ne se parleront jamais. Alors qu'est-ce qu'on attend du président de la République en matière justement d'adaptabilité de l'emploi aux offres d'emploi, en matière de formation? D'abord, c'est très important que là, on ait vraiment une action sur l'avenir parce que sinon, on sera trop tard pour se réveiller. Je pense qu'il y a trois choses que moi, je peux attendre de ce qui va être dit dans le plan d'investissement. Un, on l'a vu quand même dans la période, c'est la question d'une souveraineté sur certains sujets. Je pense que les semi-conducteurs ont montré qu'il y a des failles dans nos chaînes de production, c'est sans doute au niveau européen. Ouais. Deuxièmement, je pense qu'il y a les sujets de transition écologique qui sont le sujet fondamental. Et là, nucléaire, l'hydrogène. Il faut qu'on ait des actions. L'hydrogène, absolument, qui a un impact très fort sur l'emploi. Il faut qu'on ait une approche extrêmement forte là-dessus. Et troisième point, c'est vraiment la question de l'apprentissage et du travail, de la formation dans le travail, pour justement avoir une espèce de société qui soit apprenante en permanence avec des montées en compétences où on peut se recréer de la compétence tout au long de sa vie et pas simplement être enfermé dans son point de départ. Avec la prolongation jusqu'en 2023 du dispositif d'apprentissage, de l'aide aux entreprises, les 8 000 € qui font appel à l'apprenti. Qui est une bonne chose parce que ça permet justement de faire cette connexion avec le monde du travail. Merci Alexandre Viros, président France du groupe Adecco, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Il est juste 8h30, l'heure du journal.